Voilà des milliers d'années qu'ils foulent le sol des savanes africaines. Infatigables nomades empruntant toujours les mêmes pistes, les chemins tracés par leurs ancêtres et gravés dans leur mémoire. Une réalisatrice de documentaires et un vétérinaire ont suivi pendant 2 ans les pérégrinations d'une troupe d'éléphants en Namibie. Pistage au sol, surveillance aérienne, mise sur écoute, ils ont employé les grands moyens pour épier les 18 individus de la harde et essayer de comprendre leur mode de communication. Cette enquête va peut-être confirmer ce que l'on soupçonne depuis longtemps. Les éléphants sont de grands bavards et leur langage semble avoir une fonction essentielle dans leur vie et leur survie. Le jour se lève sur le parc d'Etosha. Ginger Monet est déjà au travail. Vivre à Etosha, c'est comme faire partie d'une grande troupe de théâtre, avec une distribution qui change tout le temps et des acteurs qui n'en font qu'à leur tête. Mon mari, Conrad Bren, joue un des rôles principaux dans ce spectacle vivant. Il est pilote et il est l'unique vétérinaire de cette vaste réserve. En plus, il a un œil de cinéaste. Moi qui ai grandi aux États-Unis, je n'avais jamais pensé que j'élèverais mon enfant dans un endroit aussi étonnant. Elephant footprint, are you ready? Where's the print? Le parc d'Etosha en Namibie est la plus vaste réserve naturelle d'Afrique. 23 000 km² de savane, dont le tiers est occupé par un désert de sel, vestige d'un lac qui s'est asséché il y a 12 millions d'années. Les Namibiens l'ont surnommé la grande étendue d'eau sèche. De toutes les espèces qui sillonnent ce domaine, les éléphants sont les plus inlassables voyageurs. Pour parcourir ces routes qui s'entrecroisent dans la savane, ils se fient à leur mémoire et à un savoir transmis de génération en génération. Mais ils ont recours aussi à un système de communication vocale que l'on commence tout juste à découvrir. Le film que nous tournons pour le National Geographic a pour but de suivre les éléphants d'Etosha, pour essayer de comprendre comment ils parviennent à communiquer entre eux sur d'aussi grandes distances. Ce qui suppose d'approcher les éléphants de très près, de les observer dans tous leurs faits et gestes, de les pister sans relâche lorsqu'ils nomadisent à la recherche de points d'eau. Nous avons suivi une troupe dont la matriarche est reconnaissable à la grosse verrue qu'elle a sur le nez. Nous l'avons surnommée Nobnose. Voici Nobnose, une verrue sur la trompe et autour du cou un collier muni d'un radioémetteur permettant théoriquement à Conrad de localiser la troupe.
Mais même avec un avion, c'est un casse-tête de repérer une harde presque toujours en mouvement. Quand on piste des éléphants à Etosha, la seule constante, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Un jour, on trouve de grandes troupes. Le lendemain, on ne voit pas un seul éléphant. D'autres fois encore, on les repère à des kilomètres de là où on les a vus la veille. Ginger et Conrad finissent par se familiariser avec cette troupe qui a la bougeotte et par tomber sous le charme de celle qui la conduit. Knob-Nose est une beauté, même avec ses verrues. Et c'est une géante en plus. Elle doit mesurer 2,75 m au garrot et peser 2 à 3 tonnes. Knob-Nose est responsable des 18 individus que compte sa harde. Uniquement des femelles et des petits. Les mâles adultes vivent toujours à l'écart. Elle parcourt les plaines d'Etosha depuis qu'elle est née, c'est-à-dire depuis 50 ans au moins. La carte de cette réserve doit être imprimée si nettement dans sa mémoire que Knob-Nose distingue parfaitement les routes conduisant au point d'eau de celles qui ne mènent nulle part. Il y a une femelle qui semble très proche de Knob-Nose. Elle est facile à repérer à cause du gros trou qu'elle a dans l'oreille droite. Ça nous a fait penser à un beignet, d'où son surnom Donut. Deux des éléphantaux de la troupe sont des petits de Knob-Nose. Le plus jeune est un mâle qui n'en fait qu'à sa tête. Et voici la fille de Knob-Nose, qui est susceptible de lui succéder un jour à la tête du clan, à condition qu'elle apprenne à connaître aussi bien que sa mère la topographie d'Etosha. Les éléphants peuvent rester au bain pendant des heures si personne ne les dérange. Mais ce matin, un mâle, amoureux peut-être, est venu troubler ses ablutions rituelles. Surprise, Knob-Nose sonne la retraite. Si aucune des femelles n'est intéressée pour l'instant, peut-être l'une d'elles changera-t-elle d'avis en chemin. Le mâle les suivra, mais à distance. Maintenant qu'ils ont quitté la mare, ils avancent à toute allure. Knob-Nose a l'air de savoir exactement où elle va et nous devons faire vite pour ne pas nous laisser distancer. Tandis que Knob-Nose guide sa troupe à travers la savane, d'autres éléphants viennent se joindre à la procession, comme s'ils étaient attirés par un gigantesque aimant. On dirait qu'ils obéissent à une impulsion irrésistible. Ils ne s'arrêtent ni pour manger ni pour boire, ils avancent, même la nuit. Le lendemain, après avoir parcouru 56 km en moins de 24 heures, ils s'arrêtent enfin, sur l'ordre de Knob-Nose. Ils reniflent l'air, comme s'ils flairaient un danger. Ils hésitent à se remettre en route. Enfin, Knob-Nose estime que la voie est libre. Elle conduit les siens jusqu'à une espèce de mare de boue.
Les éléphants adorent les bains de boue. Ça les rafraîchit, ça enduit leur peau d'une couche protectrice. Et apparemment, ça les amuse beaucoup. Nopnose devait savoir que les meilleures conditions étaient réunies ce jour-là pour se baigner dans cette mare. C'est d'autant plus extraordinaire que ce point d'eau est le seul sur l'immense territoire de Sahard qui soit assez profond pour ça. Et encore faut-il qu'il ait beaucoup plu, ce qui n'arrive que tous les 2 ou 3 ans. Rien qu'en observant ce genre de scène, nous avons appris beaucoup de choses sur la relation entre la femelle dominante et sa troupe. Tous les autres s'en remettent à elle, à ses décisions, à sa sagesse et à ses jugements. La survie du groupe dépend en grande partie de cette relation de confiance. Plus fort encore que le lien qui unit la matriarche à son groupe est l'attachement des mères à leurs petits. Ginger et Conrad s'en sont rendus compte le jour où ils ont recueilli Ellie, un orphelin de 2 ans. Nous l'avons trouvée à l'extérieur du parc, près du cadavre de sa mère qui venait d'être tuée. À 2 ans, il n'était pas encore sevré et ne voulait pas la quitter. Pourtant, j'imagine que les autres membres de sa troupe l'avaient pressé de repartir. On sait que les éléphants ont plusieurs façons de communiquer entre eux. Ils ont un langage gestuel, bien sûr. Ils utilisent aussi des vocalisations. Et il faut ajouter une autre forme que nous connaissons encore mal, le langage des infrasons. Des sons à basse fréquence que l'oreille humaine ne perçoit pas. Ces infrasons seraient produits par des vibrations qui résonnent dans les cavités nasales, juste entre les yeux. Avec ces sons à basse fréquence, ils s'envoient des messages à 2 ou 3 kilomètres de distance. Par contre, les éléphanteaux, comme nos enfants, ont probablement un vocabulaire limité. Et un petit comme celui-ci n'a aucune chance de survivre seul à Etosha. On s'est occupé d'Ellie pendant 2 mois. On l'aimait beaucoup, mais on ne pouvait pas lui apprendre à devenir un éléphant. Pour ça, il devait vivre avec ceux de son espèce. Il y a environ 1200 éléphants dans le parc d'Etosha. Pourtant, nous avons eu un mal fou à trouver une troupe qui veuille bien adopter cet orphelin. Au bout de 3 semaines de recherche, Conrad repère une troupe de femelles dans une réserve privée à l'extérieur du parc. Une fois déposée dans cette réserve, Ellie n'a mis que 2 jours à se faire accepter par la troupe adoptive.
Pour bien comprendre les éléphants et leur langage, il faut rester tout près d'eux. On ne peut pas vivre plus près que nous ne le faisons. Notre base est un campement tout simple, c'est-à-dire que nous vivons au milieu des animaux, y compris des éléphants, jour et nuit. Seul un grillage nous sépare d'eux. Des grillages, des barrières, il y en a aussi tout autour du parc d'Etosha. 860 km de clôture qui souvent coupent les routes migratoires des éléphants. Leurs pistes sont tellement bien dessinées que les pilotes peuvent s'en servir pour s'orienter. D'avion, on voit très distinctement leurs principales pistes qui sont très larges. Ces anciens sentiers mènent bien au-delà des frontières du parc, à 700 ou 800 km de là, en Angola ou au Botswana, dans des régions qui regorgent d'eau et de nourriture toute l'année. Il semble incroyable que les éléphants vivant de nos jours à Etosha aient connaissance de ces destinations prometteuses. Mais comment expliquer autrement leur entêtement à franchir n'importe quel obstacle pour s'y rendre ? Une fois libre, il faut encore choisir la bonne direction. Pas question, dans ces étendues quasi désertiques, de s'engager sur une mauvaise piste. Comment les éléphants savent-ils laquelle prendre ? Serait-ce grâce à leur langage ? Cette question intrigue Michael Garstang, venu spécialement de Virginie avec sa femme, pour tenter une expérience. Pourtant, Garstang n'est pas un spécialiste des éléphants. Il est météorologiste. Sa théorie est la suivante. Les variations atmosphériques augmentent la portée de certains sons. Et les éléphants d'Etosha profiteraient de ce phénomène et enverraient davantage de messages à basse fréquence à certaines heures de la journée. Leurs infrasons n'étant arrêtés par aucun obstacle, ils vont très loin, mais seulement dans des conditions atmosphériques favorables. D'après Garstang, il se produit chaque jour d'importantes variations atmosphériques. Dans la journée, la température est moins élevée au ras du sol que dans les couches d'air situées un peu plus haut. Mais le soir venu, c'est l'inverse. Il fait plus frais au niveau du sol. C'est ce qu'on appelle l'inversion thermique. Les girafes sont les seules à sentir concrètement ces changements. Au coucher du soleil, ils peuvent faire 4 degrés de moins au niveau de leurs genoux qu'à celui de leur tête. Dans certaines lumières, on peut voir à l'œil nu ce qu'on appelle la couche d'inversion. En période d'inversion thermique, une couche d'air chaud plane au-dessus de la savane, comme un couvercle. Les ondes que forment les infrasons butent sur cette chape et se propagent alors horizontalement, parfois très loin.
Michael Garstang est convaincu qu'il y a un rapport entre la qualité de l'inversion thermique et la distance que parcourent les sons à basse fréquence. Il a décidé de mettre les éléphants sur écoute, en installant tout un réseau de micros pour intercepter leurs conversations. Simultanément, il fera des relevés de température au sol, tandis qu'à quelques mètres d'altitude, un ballon sonde enregistrera les variations atmosphériques. Cet équipement sophistiqué permettra aussi de mesurer la vitesse du vent et l'amplitude de chaque inversion de température. Comme Garstang s'y attendait, les premiers résultats semblent indiquer que les éléphants d'Etosha communiquent plus fréquemment en période d'inversion thermique. Supposons que votre compagnie de téléphone ne vous autorise à téléphoner que le soir et le matin très tôt et que vous ne puissiez passer aucun appel longue distance dans la journée. Si vous voulez appeler quelqu'un de votre famille et que ce n'est possible qu'à ces heures imposées, vous organiserez toute votre journée en fonction de ce coup de téléphone. Beaucoup d'animaux, on le sait, communiquent entre eux à l'aube et au crépuscule. Est-ce une coïncidence ou profitent-ils de conditions atmosphériques optimales ? Dans les troupes de lions, les adultes n'émettent pas d'infrasons. Pourtant, c'est le plus souvent avant le lever du soleil et après son coucher qu'ils rugissent pour rassembler le clan ou réaffirmer leurs prétentions territoriales. Les éléphants aussi lancent généralement leurs appels à ces heures-là. Et un son qui parcourt 1,5 km à midi peut se propager jusqu'à 9 km à une heure dite propice. Pour eux, cette communication longue distance revêt toute son importance à la saison sèche. Détestable saison où pendant 2 ou 3 mois, il faudra remplacer les bains de boue par des douches de poussière. Et le manque d'eau s'accompagne évidemment d'une grave pénurie de nourriture. Un éléphant consomme en gros 250 kg de végétation par jour. Pour une troupe de 30 individus, ça représente 7 tonnes et demie. Supposons qu'une telle harde occupe un lieu de cueillette. Si à la fin de la saison sèche, une autre troupe venait se nourrir au même endroit, elle n'y trouverait rien. Et elle aurait vainement gaspillé beaucoup d'énergie pour s'y rendre. Donc, les troupes ont intérêt à rester éloignées les unes des autres. Et pour cela, il faut qu'elles puissent se localiser mutuellement, d'où l'utilité de la communication longue distance. Dans la savane d'Etosha, le manque d'eau condamne la plupart des espèces à une promiscuité incommode et souvent dangereuse.
plus fort de la saison sèche, les mares ne sont plus que des vasques bourbeuses où les plus imprudents s'enlisent irrémédiablement. La boue épaisse aspire ce jeune coudou comme des sables mouvants. Vers midi, la chaleur devient insupportable. Tout le monde quitte la mare pour aller chercher un coin d'ombre, sauf le petit coudou, qui sera bientôt englouti. Heureusement, Conrad et son équipe passaient par là. Pendant la saison sèche, il nous arrive au moins une fois par semaine de sortir des animaux de ces cuvettes de boue pour éviter que les cadavres ne polluent la mare. Point de ralliement, ces mares sont en toute logique d'excellents terrains de chasse. Une fois la foule dispersée, ne restent sur les berges que des animaux faibles ou trop vieux pour fuir. Ginger et Conrad apprennent, eux, à tuer le temps, en attendant de revoir la troupe de Nob-Nose. Ils bivouaquent à proximité des chemins que les éléphants sont censés emprunter pendant la saison sèche, car la pénurie d'eau les oblige à modifier leurs itinéraires. Les journées d'attente dans cette chaleur sont plus éprouvantes que les courses-poursuites dans la savane. Ginger se rend 2 fois par jour aux endroits où elle a quelque chance de voir passer la troupe. À cette époque de l'année, à Etosha, il n'y a pas beaucoup de points d'eau à proximité de leurs itinéraires habituels. Alors il faut se poster près d'une de ces mares en espérant qu'ils y viendront au moment où nous y sommes. Ces heures de patience qui semblaient vaines sont enfin récompensées. La troupe de Nob-Nose est là, avec en plus une heureuse surprise. Ça faisait 2 semaines qu'on les avait perdus de vue. Ils étaient introuvables et maintenant je comprends pourquoi. C'est parce que Donut a eu un bébé. Il a encore son petit toupet noir sur la tête. C'est sûrement pour ça qu'il restait caché. Où était-il pendant tout ce temps? Mystère. Mais maintenant que le nouveau-né tient fermement sur ses pattes, la troupe peut reprendre la route. Hey. How's it going? Ça va? Bien. Terrific. I've also Une had a belle great journée day. pour moi aussi. J'ai retrouvé Nob-Nose. Ah bon? After all this time, just C'est down pas the trop road, tôt. 10 k's from Je here. les ai vus à 10 And km one d'ici that's got et the hole celle in qui the a un ear, trou dans l'oreille, Donut, got a a eu un baby. bébé.
Ils ont pris cette direction en quittant Camille Dorand. Ils vont peut-être passer ici cette nuit. En effet, Nob-Nose et sa tribu se dirigent vers l'avant-poste de Michael Garstang, situé près d'une mare qui n'est jamais à sec. Et il se pourrait que tous les éléphants d'Etosha soient en train de converger vers ce point d'eau. Vers la fin de l'après-midi, ils commencent à arriver. Tandis que les éléphants se rassemblent, comme s'ils se rendaient à quelque mystérieuse cérémonie, Michael Garstang a ouvert ses micros pour surprendre leurs échanges. Leur mode de communication est apparemment assez complexe. On commence tout juste à le comprendre. Comment ont-ils développé ce langage et de quoi est-il fait? De phrases? De ce qu'on pourrait comparer à des mots? Il y a encore tellement à découvrir. Nous n'en sommes vraiment qu'au début. Malheureusement, même le mode de communication le plus élaboré ne saurait protéger les éléphants du fléau qui les menace à Etosha. Dans tout le parc sévit un tueur implacable et silencieux qui frappe plus durement encore vers la fin de la saison sèche. Un jeune mâle s'attarde sur le cadavre d'un des siens, peut-être son meilleur compagnon de route. Il monte la garde pendant près de 6 heures, sans se douter évidemment des risques qu'il court en restant près de ce cadavre. C'est l'anthrax qui a tué son compagnon, une maladie extrêmement contagieuse. Peu de temps après qu'il sera parti, il mourra peut-être lui aussi et nous n'y pouvons rien. L'anthrax ou la fièvre charbonneuse est une maladie endémique à Etosha. Elle provoque la mort subite de certains animaux. Comment ils la contractent et combien de temps elle met à se développer, on l'ignore. Mais une fois que les symptômes apparaissent et se généralisent, la mort survient en 20 minutes. Souvent, ils sont terrassés en pleine marche. On voit parfois sur leurs cadavres les marques de leur chute.
Ignorant des risques qu'ils encourent, Nobnose et sa troupe se dirigent vers l'endroit où gît ce cadavre. Il y a de l'eau dans les parages, c'est un passage habituel pour les éléphants. Finalement, Nobnose change de direction, comme si elle avait pressenti le danger. Mais rien qu'en faisant halte ici, certains ont pu emporter des germes mortels. La fièvre charbonneuse atteint les individus de tous âges, mais cette année, ce sont les jeunes qui sont le plus durement touchés. Quand nous avons revu notre troupe, la fois suivante, la maladie avait déjà fait plusieurs victimes. En une saison, les 2 petits de Nobnose étaient morts de cette fièvre. Était-ce à cause du chagrin ou parce qu'elle était atteinte elle aussi, elle a quitté la troupe et a erré sans but pendant plusieurs semaines. Une matriarche abandonnant sa troupe, nous n'avions jamais vu ça. La souffrance de Nobnose devait être terrible. Même après, quand elle a rejoint la harde, elle restait toujours à l'écart. Nous avons été surpris de découvrir que la mort attend les éléphants tout au long de leur transhumance. Un jour, je me suis fait charger par une femelle. Et en y regardant mieux, j'ai vu qu'elle avait à ses pieds un éléphanteau mort. Je me suis dit, là, il faut que tu filmes. C'est poignant, c'est dramatique. Mais elle était tellement désespérée. Est-ce que ça valait la peine de l'importuner pour avoir quelques beaux plans? J'ai décidé que non. Je l'ai laissée et je suis rentrée au campement. Mes hésitations quant à savoir si je devais laisser en paix cette éléphante sont bien dérisoires, comparées à la décision qu'elle devait prendre d'abandonner le cadavre de son petit. Il me faudrait une vie entière pour faire un choix aussi déchirant. Et pourtant, Nobnose a dû le faire 2 fois en 2 mois. Quatre semaines ont passé avant que Ginger et Conrad ne revoient la troupe. Et ce jour-là, elle est sous la conduite de sa vice-matriarche, Donut. Plusieurs troupes d'Etosha convergent vers la même mare. Nobnose, Donut et leur tribu sont venus boire elles aussi. Mais pas seulement boire. Au milieu de cette assemblée gisent quelques ossements, dont un petit crâne. Parmi les centaines d'éléphants qui passent par ici, seul Nobnose et sa troupe reconnaissent ces ossements. Ce n'est pas le légendaire cimetière des éléphants, mais c'est tout de même un site très particulier. Ces restes sont ceux d'un des petits de Nobnose. Et on assiste là à un rituel de deuil extrêmement émouvant.
En apparence, c'est une cérémonie silencieuse, mais nos appareils enregistrent des infrasons. Et pour la première fois, nous entendons les éléphants exprimer entre eux leur affliction. Perplexité devant la mort ou hommage rendu aux disparus, on l'ignore. Pas plus qu'on ne sait si ces grognements s'adressent aux membres de la troupe ou aux ossements eux-mêmes. Ces brefs instants de recueillement ne semblent pas suffire à Nobnose. Elle s'attarde, continue de murmurer auprès du petit squelette, le bouscule, comme pour l'obliger à revivre. Donut finit par ordonner le départ. Il le faut. Tous les éléphants d'Etosha partent ces jours-ci pour le plus long voyage de l'année. Au moment des changements de saison, le ciel devient incertain. On se demande si les nuages vont donner de la pluie ou cracher des flammes. 300 km plus au nord, le tonnerre gronde et, curieusement, les éléphants d'Etosha semblent l'entendre. Le grondement sourd du tonnerre comporte beaucoup d'infrasons et les éléphants répondent à son appel. Il est temps pour eux d'aller au-devant des pluies. Pendant les 2 ou 3 prochains mois, Ginger et Conrad ne verront pas la troupe. Peut-être retrouveront-ils Nobnose au printemps, si elle est encore en vie. Encore une longue attente en perspective. Pendant la migration vers le nord, toutes les hardes contournent le lac Salé. Seuls quelques mâles téméraires tentent de prendre un raccourci. La cuvette d'Etosha. Une immense dépression de 130 km de long sur 50 de large. Des températures pouvant atteindre 65 degrés. Une sorte d'enfer où l'eau n'existe que sous forme de mirage, mais où les dangers sont bien réels. Ces 5 mâles semblent hésiter à s'engager plus avant. Ils sont restés là pendant 4 heures, comme s'ils étaient confrontés à un problème cornélien. Enfin, 2 d'entre eux se sont lancés dans la traversée du No Man's Land.
Ils devront d'abord parcourir 30 km sans boire ni manger. Ils n'ont qu'un sentier pour les guider. Un sentier est le souvenir de l'endroit où ils mènent. Lorsqu'enfin les pluies atteignent la cuvette, les éléphants sont déjà partis depuis des semaines. Nous savons que les éléphants sont allés chercher au nord des pâturages plus verts et qu'ils reviendront à Etosha en suivant les pluies. Par contre, nous ne savons pas si Nobnose sera avec eux à leur retour, et ça nous inquiète. Dès l'arrivée des pluies, Etosha reprend des couleurs et tout renaît. Pour un court moment, la cuvette est redevenue un lac. Signe pour Ginger et Conrad que les troupeaux d'éléphants seront bientôt de retour. Nobnose, Donut et toute la troupe sont absents depuis 2 mois. Repérer une troupe d'éléphants sur une superficie de 24 000 km², c'est comme chercher une petite embarcation dans un océan. Il faut les guetter, essayer de deviner où ils vont arriver et quand ils vont arriver. C'est un moment difficile pour nous. À cette époque de l'année, on ne dort que d'un œil et on se lève toujours avant l'aube. Chaque matin, on se demande si c'est aujourd'hui que Nobnose va revenir. Ginger aperçoit enfin les premiers arrivants. C'est toujours une grande joie de voir les éléphants revenir à Etosha. Mais cette année, le cœur n'y sera pas tant que nous n'aurons pas vu Nobnose. Enfin, voici notre troupe. Et c'est Nobnose qui ouvre la marche. Elle a l'air d'avoir retrouvé sa force et son assurance. Mais il y a mieux. Un petit marche derrière elle.
C'est presque trop beau pour être vrai. Je ne croirais qu'il s'agit bien du bébé de Nopnose que quand je le verrai la téter. Maintenant, je sais que Nopnose a un nouveau rejeton, une femelle, une future matriarche pour la troupe. Nopnose s'est remise de son chagrin et a retrouvé une raison de vivre. Mais le souvenir de cette tragédie pourra-t-il s'effacer? On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Et c'est vrai qu'ils ont une mémoire phénoménale. Quand on vit quelques années parmi eux, on est subjugué par leur capacité à toujours vous étonner. Nopnose et sa troupe nous ont fait un merveilleux cadeau. Ils nous ont ouvert leur monde. Nous comprenons mieux maintenant le rapport qu'ils ont entre eux et avec leur environnement. Pourtant, ils n'ont rien perdu à nos yeux de leur majesté et de leur mystère.